le roi s'affirme comme le gardien des droits de l'Église de France. Dans son préambule, la pragmatique sanction de Bourges dénonce les abus de la papauté. Dans son premier article, elle déclare la suprématie des conciles généraux sur le Saint-Siège et limite les pouvoirs du pape. La libre élection des évêques et des abbés par les chapitres et les monastères est rétablie. Elle supprime les nominations par le Saint-Siège et son droit de réserve. La royauté obtient de pouvoir recommander ses candidats aux élections des évêques. Louis XII, ayant besoin de l'appui de l'Église de France pour lutter contre Jules II dans sa conquête de l'Italie, l'Assemblée du clergé, réunie à Tours en septembre 1510, renouvelle l'affirmation des libertés gallicanes. Elle récuse les guerres temporelles du pape contre les princes, autorise des campagnes royales et nationales contre le Vatican et annule toute excommunication pontificale. Le concile gallican de Pise, convoqué par Louis XII, dépose le pape Jules II pour divers motifs, dont la sodomie. Les prélats quittèrent ensuite Milan et se retirèrent à Lyon, où ils voulurent continuer leur concile, mais sans succès. En 1517, ils furent contraints de présenter leur excuse au pape. La pragmatique sanction restera en vigueur jusqu'à la signature par François Ier et Léon X du Concordat de Bologne en 1516. Dans le système politique du royaume, on appelle États généraux des assemblées exceptionnelles, convoquées par le roi pour traiter d'une crise politique ou décider d'une aide militaire ou fiscale. Cette institution avait été créée en 1302 par Philippe le Bel. À partir de 1484, les ordres du jour étaient préalablement établis sous forme de doléances par les assemblées de province chargées d'élire les députés. Elles étaient recueillies dans ce qu'on appelle les cahiers de doléances. Pour la première fois en 1484, ils rassemblent des élus de tout le royaume et de tous les corps sociaux. C'est la première fois que les paysans sont représentés. On entendra à cette occasion un des députés, Philippe Pau, développer une conception audacieuse du gouvernement, selon laquelle le pouvoir politique appartient au peuple qui le délègue au roi. Ce sont donc les États généraux qui doivent organiser le gouvernement et non la famille du roi mineur. Louis d'Orléans, qui convoitait la régence, ne parviendra pas à vaincre les ambitions de la sœur aînée de Charles, Anne de Beaujeu. Les États généraux de 1506 sont parmi les plus importants qui aient été tenus en France. Le tiers-État en devient un élément important et forme la grande majorité de l'Assemblée. Louis ne voit aucun danger à se mettre, pour ainsi dire, à la disposition du peuple. Il en est adoré et le sait. Mais prudemment, il appelle les grands à remplir les fonctions d'une chambre haute. Il les éclaire sur tout ce qui touchait au bien général de l'État et ils adoptent ou rejettent ce que les députés ont demandé. C'est au cours des États généraux de Tours de 1506 que le projet de mariage de Claude de France, fille du roi, avec le futur Charles Quint est annulé. Louis XII la fiance alors à François d'Angoulême, futur François Ier, contre la volonté de son épouse. Cette union marquera une étape décisive dans la réunion de la Bretagne au royaume de France. Au cours de cette même assemblée, le chanoine Bricot fit un éloge en bonne et due forme du roi. Il le loua pour le pardon qu'il avait accordé à ses ennemis, pour la diminution des impôts, les victoires extérieures, la réforme des abus dans les tribunaux, la répression des brigandages militaires, etc. Et finit en s'écriant « Comment s'acquitteront vos sujets ?» Daignez, sire, accepter le titre de père du peuple qu'il vous défère aujourd'hui par ma voix. Le roi, quelques jours plus tard, fit répondre par son chancelier que le titre de père du peuple était le don le plus agréable qu'il pouvait recevoir de ses sujets. La reine Anne de Bretagne meurt le 9 janvier 1514 à Blois, usée par les maternités et les maladies. Louis XII est tellement affligé qu'il ne pense qu'à rejoindre très vite son épouse. Il dit « Avant que soit passé l'an, je serai avec elle et lui tiendrai compagnie. » Mais il veille à l'organisation des funérailles et impose à la cour l'usage du deuil en vigueur en Bretagne. Ces funérailles sont d'une grandeur exceptionnelle. Elles durent 40 jours. Comme elle le désirait, son cœur fut placé dans un reliquaire, puis transporté à Nantes,
pour être déposé dans le tombeau de son père François II de Bretagne. Pourtant, Louis se remarie le 9 octobre 1514 à Abbeville avec Marie d'Angleterre, la jeune sœur d'Henri VIII, pour sceller sa réconciliation avec le roi d'Angleterre. Elle a 18 ans et lui 53. Louis accepte de la suivre dans les festins et les bals. Il désire aussi avoir un héritier mâle et fait beaucoup de concessions. Mais il ne résiste pas à ce régime et meurt d'une dysenterie le 1er janvier 1515 en l'hôtel des Tournelles à Paris. Il laisse le trône à son cousin et gendre François Ier, qu'il a marié à sa fille Claude, duchesse de Bretagne, pour que le royaume reste ainsi uni. Le tombeau de Louis XII et de son épouse Anne de Bretagne est visible à la basilique Saint-Denis, près de Paris. C'est François Ier qui le commande en 1516. On retrouve la tradition gothique du dais à arcades, devenu un petit temple à l'antique. Le roi et la reine sont en prière sur la terrasse supérieure. Ces statues couchées représentent les cadavres saisis dans les affres de la mort, en proie au dernier spasme. Ils sont réalisés d'après le moulage à la cire des 2 cadavres pendant l'embaumement. On peut même remarquer les points de suture. Les 4 vertus cardinales, la justice, la force, la prudence et la tempérance, ornent les angles du mausolée et les 12 apôtres sont disposés sous les arcades. Après sa mort, et en particulier au XVIIIe siècle, il devient le symbole d'une monarchie modérée. On va un peu et de plus en plus oublier l'image guerrière de Louis XII pour ne privilégier que l'image du roi modéré, du monarque français et soucieux du bonheur de son peuple. Et cette image-là va se poursuivre jusqu'à la fin de la monarchie, du régime monarchique, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Pierre-Louis Roederer, homme politique proche de la Convention, établit une filiation directe entre les réformes de Louis XII et la Révolution française. Sa vision modérée aurait mené la France vers une monarchie plus juste et plus stable et éviter la voie de l'absolutisme. Fénelon écrit dans sa lettre à Louis XIV en 1694 « Si le roi, dit-on, avait un cœur de père pour son peuple, ne mettrait-il pas plutôt sa gloire à leur donner du pain et à les faire respirer après tant de maux qu'à garder quelques places de frontières qui causent la guerre ?» Voltaire, dans son discours sur l'histoire de Charles IX, consacre quelques chapitres à faire les louanges de Louis XII. Il admire ses réformes administratives et sa défense de la pragmatique sanction. On peut encore citer Montesquieu. La France n'a jamais eu de meilleur citoyen que Louis XII. Le cardinal d'Amboise trouva les intérêts du peuple dans ceux du roi, et les intérêts du roi dans ceux du peuple. Alors que le Panthéon est réservé pour l'essentiel aux hommes de la Révolution, le député Charles Lambert de Bellan tente de faire valoir en février 1792 une exception pour le seul de nos rois qui se soit montré le père du peuple. Mais il ne parvient pas à l'y faire entrer. Le bilan du règne de Louis XII est extrêmement favorable parce qu'il y a ce titre de père du peuple, il y a ce titre, cette phrase qui restera dans l'histoire et qui est un très beau symbole qu'on peut appliquer à beaucoup de choses. Le roi de France oublie les injures faites au duc d'Orléans. Et puis, il y a cette image qui sera restaurée lors du retour des Capétiens après la Révolution française, qui fait que Louis XII est quelqu'un qui a compté dans l'histoire comme un roi modéré, tolérant et en même temps chef de guerre, puisqu'il a eu des expéditions italiennes qui ont plus ou moins rapporté à la France. C'est Michelet qui détruira son image, parlant de sa royale stupidité. Il préférera encenser François Ier. Michelet va lui dresser un portrait catastrophique
en le traitant de vieux, d'imbécile, de malade, de sénile, de tout complètement gouverné par son entourage, et notamment justement d'Anne de Bretagne, qui serait devenue plus bretonne encore et qui cherchait qu'à détruire la politique du royaume. Et un homme complètement soumis à sa femme, ça c'est très 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 mauvais au 19e. Et l'image de Louis XII ne va jamais se relever de tout ça. Ça va être repris, puisque les paroles de Michelet sont quelquefois paroles d'évangile pour certains auteurs. Et ça va être repris pendant un siècle et demi. Et pendant un siècle et demi, ce sera un roi médiocre, un roi sans aucun intérêt. Et aujourd'hui, depuis quelques années en tout cas, on cherche un peu à retravailler sur ce personnage et on en découvre toutes les finesses, toute la grandeur, toute l'intelligence. Si l'aura de Louis XII a pâli depuis le XIXe siècle, il n'en reste pas moins le souverain d'une époque charnière de l'histoire de France. Sous son règne, le royaume unifié se dote de règles de gouvernement dans tous les domaines. Proche de son peuple, il veille à son bien-être et parviendra à maintenir l'unité nationale, à préserver la paix, à favoriser l'accroissement de la démographie et le développement de l'économie. En ayant exporté la guerre en Italie, le royaume de France, si on ne regarde que la France, va prospérer. Pendant 12-13 ans, aucune guerre va éclater sur le territoire. Le commerce, parce qu'il y a tout un système d'alliances qui se fait, notamment avec l'Empire, peut se développer, grâce aussi au commerce avec l'Angleterre, puisque l'Angleterre n'entrera en guerre contre la France qu'à partir de 1512-1513. Et donc, par conséquent, pendant toutes ces années, pendant 12-13 ans, ce commerce se développe aussi, du drap, de la laine, et des choses comme ça. C'est une vraie période de prospérité. C'est un vrai effort aussi sur la réorganisation par Louis XII du domaine royal pour le rendre plus rentable. C'est un assainissement aussi de toutes les chambres des comptes avec une surabondance de lois sur la monnaie, sur la fausse monnaie et des punitions de plus en plus grandes contre ces falsificateurs. Il s'est efforcé de rétablir une justice équitable pour tous et d'assurer la sécurité de tous ses sujets. Son attention aux doléances du tiers-État également lui valut le respect des révolutionnaires. Au cours de son règne, les arts et lettres commencèrent à connaître leur essor. Louis XII, c'est aussi et surtout, grâce à ses conquêtes, une ambition impériale, une volonté de faire de la France un empire, si ce n'est légitime avec l'élection, au moins légitime par Dieu, et donc du coup, et faire du roi de France ce premier monarque chrétien, et qui, avec cette ambition messianique, qui est excessivement importante à cette époque, c'est-à-dire de faire croire et de laisser croire que le roi de France serait le dernier roi chrétien qui irait à la conquête du monde, convertir tous les infidèles pour après donner toutes ces couronnes au mont des Oliviers au moment où le Christ sera ressuscité. Le peuple le regrettera dans les années qui vont suivre. Le royaume de France, qu'il avait gardé en paix, va plonger dans les guerres de religion et le sang fratricide. Louis XII restera à jamais, selon la proposition des États généraux de 1506, le père du peuple. Pendant 15 siècles, ils ont régné sur la France. Monarques de droit divin, ils recevaient la responsabilité de leur pays et du bien-être de leurs sujets.
Au cœur de leur somptueux château, ils vivaient dans le luxe. Leur mariage était éblouissant. La chasse et la guerre faisaient aussi partie de leur plaisir. Mais la cour pouvait être le théâtre d'intrigues et de conspirations machiavéliques, de meurtres et de drames terribles. La religion jouait un rôle fondamental dans la pratique du pouvoir. Ils se sont battus pour leur pays, mais parfois les guerres ne servaient que la gloire. Aujourd'hui encore, rayonne leur majesté. Venez découvrir l'histoire des rois de France. François Ier est avant tout le premier roi de France de la Renaissance. Il a laissé le souvenir d'un vaillant guerrier et d'un grand mécène. Car sous son règne, on vit la France s'épanouir sur le plan culturel. Alors, François Ier, dès qu'il est roi, c'est-à-dire une vingtaine d'années, ne pense qu'à l'Italie. Les Italiens réussissent à avoir les meilleurs peintres, les meilleurs architectes, les meilleurs sculpteurs de la planète. Eh bien, moi aussi, je vais faire la même chose dans le royaume de France. L'emblème de la salamandre, créature dont la tradition dit qu'elle prospère sur le feu, fut associé à François dès son plus jeune âge. Et il prouva combien ce symbole lui correspondait en devenant un homme qui prospéra sous le feu des combats, dans le feu de l'amour et celui de ses enthousiasmes passionnés. François était un bel homme, plein de charme. Il possédait aussi de grandes qualités intellectuelles, s'intéressait à de nombreux domaines, toutes choses qui firent de lui un prince d'un charisme exceptionnel. En tant que souverain, il montra un grand courage physique et prouva qu'il était un chevalier fier et fougueux. Mais il fut un piètre politicien. Il connut des succès comme conquérant et pacificateur au début de son règne, mais le combat qui l'opposa à son rival, l'empereur Charles Quint, occupa la majeure partie de son règne et ne fut guère bénéfique pour la France. Le rêve de François de s'emparer de l'Italie fit de sa vie une tragédie. C'est en tant que mécène et collectionneur qu'il connut ses plus grands succès et qu'il atteignit la gloire. D'une intelligence vive et cultivée, le roi avait un amour sincère des arts et des lettres. Il attira à lui les plus grands savants de son temps et tint une place importante dans l'histoire de l'humanisme. Mais c'est l'art et l'architecture qui furent sa plus grande passion, et il montra dans ces domaines de remarquables capacités de discernement. Ce Valois avait un œil pour reconnaître la beauté. Sa découverte de la Renaissance italienne fit naître en lui le désir de susciter un même renouveau de la création et de la recherche en France. Sous sa protection, artistes français et italiens se mêlèrent et donnèrent naissance à une véritable révolution culturelle, la Renaissance française. François d'Angoulême naquit à Cognac le 12 septembre 1494. Il est le fils de Charles d'Angoulême et de Louise de Savoie et appartient à la branche de Valois-Angoulême de la dynastie capétienne, la maison des Valois régnant sur la France depuis 1328. Il est le petit-fils de Charles V, dit Charles le Sage.